Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'émission sur la brèche qui reprend du service sur la RTB, une émission que j'ai le plaisir d'animer désormais tout en souhaitant à mon prédécesseur Jean-Emmanuel Ouedraogo plein succès dans ses nouvelles fonctions au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et pour ce numéro de Sur la brèche, je reçois un habitué de ce plateau. Il s'agit de M. Abdoul Karim Sango. Bonsoir, M. Sango. Bonsoir, madame. Alors, juriste, expert, formateur, consultant, communicateur et animateur de plusieurs panels et conférences, en lien bien sûr avec vos diplômes dans le droit, également président du Parti de la Renaissance nationale. Alors, de tout ce que j'ai cité, actuellement, quelle est la fonction ou l'activité qui occupe le plus M. Sango? C'est principalement mes activités d'enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration et de la magistrature, mais aussi mes fonctions, j'allais dire, de président du parent. Vous savez qu'avec le nouveau contexte où il ne fait pas toujours bien d'être qualifié d'homme politique, on essaye de se réorganiser, mais je continue d'animer des conférences. J'en aurai plein en début de semaine prochaine entre le Burkina, le Mali, tout ça. Je suis très bien occupé. D'accord. Alors, on ne va pas s'attarder sur votre parcours professionnel puisque vous êtes bien connu des Burkinabés. On va plutôt parler de l'actualité, notamment la situation qui prévaut au Burkina Faso. Alors, M. Sango, un coup d'État, moins de 9 mois après le précédent. On sait que vous êtes très attaché aux valeurs démocratiques. Comment est-ce que vous avez accueilli ces événements? Avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de déception. Vous faites bien de souligner que, à titre personnel, y compris mon parti, nous sommes fondamentalement attachés aux valeurs démocratiques. Nous ne souhaitions pas nous retrouver dans la situation où nous sommes. C'est un peu comme si nous avions perdu de notre temps. Ceci dit, la vie des nations, c'est comme la vie des hommes. Il y a des moments où vous avez le sentiment que le ciel même vous tombe un peu sur la tête. Mais comme j'aime le rappeler, les moments de crise, je les considère comme étant des moments qui nous offrent aussi certaines opportunités afin de se poser la question de savoir est-ce que ce que nous faisions, est-ce qu'on le faisait bien. Vous savez, j'écoutais en préparation aussi à votre émission 2 chansons de Alpha Blondy. Le premier, qui doit remonter il y a peut-être plus d'une vingtaine d'années, c'est trop de coups d'État en Afrique. Il décrivait un peu l'Afrique, un objet aux mains de prétendues grandes puissances. Et on le voit encore aujourd'hui au Burkina. Le second morceau d'Alpha Blondy que j'écoutais tout à l'heure aussi, c'est celui sur Thomas Sankara. Le coup d'État de 87. Où il disait qu'un coup d'État appelle toujours un coup d'État. Il va falloir qu'un jour, je le souhaite, du fond de mon cœur, je l'avais dit un peu avant ce coup d'État, que j'espérais que le coup d'État de Damiba aurait été le dernier pour ce pays, malheureusement. Encore une fois, moi je sais que parler, je n'ai que les idées. C'est pour ça que je n'adhère pas au coup d'État, parce que moi j'ai l'argument, la force de l'argument, et eux ils ont l'argument de la force. Et souvent c'est difficile. Alors, je souhaite évidemment qu'il n'y ait plus ce genre d'événement. Qu'il n'y ait plus ce genre d'événement. Mais en attendant, M. Sango, est-ce que vous admettez quand même que cette fois-ci, le coup d'État a suscité de l'enthousiasme chez les populations, parce qu'on se rappelle que lors du coup d'État de janvier, et vous aviez estimé que la population était restée indifférente? En fait, vous voulez me faire dire que ce coup d'État est meilleur? Pour moi, quelle que soit la réaction
Un coup d'État reste un coup d'État. Pour moi, un coup d'État reste un coup d'État. Est-ce que malgré tout, vous avez senti les choses venir? Pour l'expérience que j'ai, pour les connaissances que j'ai pu accumuler quand même sur l'organisation des régimes politiques, des systèmes politiques, j'étais convaincu, je l'ai dit à des amis, des frères à moi qui étaient ministres dans le gouvernement d'Amiba et tout ça, je leur ai dit qu'ils étaient sur la mauvaise trajectoire et qu'ils finiraient soit c'est un coup d'État, soit c'est la rue qui allait les chasser. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous que de façon extraordinaire, le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré a suscité, pour reprendre vos mots, de l'enthousiasme. Alors, comment on peut interpréter cet enthousiasme? Est-ce que c'est un enthousiasme pour le coup d'État ou est-ce que c'est un enthousiasme pour dire « Ouf, là, vous nous débarrassez d'un fardeau ». Peut-être un espoir de l'amélioration de la situation. Un espoir de l'amélioration de la situation. Parce que, je dois rappeler, et c'est ici que je l'avais dit, avec Jean-Emmanuel Ouedraogo, à qui je souhaite plein succès, parce qu'il va dans un ministère que je connais à peu près, mais je n'ai pas de doute qu'il réussira. J'avais dit que le coup d'État du 24 janvier, les auteurs de ce coup d'État se tromperaient s'ils le considéraient comme étant une sorte de chèque en blanc. Parce qu'on peut observer une situation comme ça parce que, bon, on est un peu fatigué, mais en même temps, ça accroît votre responsabilité. Je conseillerais, si je me permets, au capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement de ne pas trahir cet espoir que la jeunesse a placé en eux. Parce que la jeunesse, elle a la fougue, elle a la passion. Mais la jeunesse, c'est comme, excusez-moi madame de le dire, c'est comme quand une femme vous aime à la folie. Mais lorsque vous la décevez, la réaction, elle aussi, elle est à la hauteur de cette déception. C'est ça le principal défi, je crois, pour les nouvelles autorités, à qui, bon, je souhaite beaucoup plus de succès. Et comme vous semblez lui donner des conseils au capitaine Traoré, peut-être qu'il faudrait aussi qu'il se méfie d'une certaine classe politique. Vous savez, par ces temps qui courent, il y a trop de mensonges construits sur le dos des politiciens. Bon, heureusement d'ailleurs, on dit des politiciens, effectivement. Mais faisons attention. On est progressivement en train de diffuser dans la conscience populaire que des gens qui ont sacrifié leur vie, je prends mon cas en particulier, de défendre l'intérêt général, de défendre des idées, des idéaux, qu'on les traite comme de vulgaires personnages. Je pense que Ibrahim, le capitaine Ibrahim, c'est très subjectif. À titre personnel, il m'inspire une relative confiance. Mais avec les militaires, j'attends de voir. Mais quand je regarde, par exemple, les processus de concertation qu'il a entamés, il a réuni beaucoup de militaires. J'ai vu, il a parlé aux hommes politiques, je n'y étais pas malheureusement. J'ai vu qu'il a rencontré la société civile. Je pense que s'il conserve cette dynamique, cette démarche, s'il se concentre davantage, tel semble, dans les premiers pas, ce que je perçois, sur la nécessité de gagner rapidement cette guerre, je pense qu'il aura
le soutien de tous les Burkinabés. Il aura, nous tous, notre soutien et il devrait réussir. Au départ, le président Ibrahim Traoré n'était pas intéressé par le pouvoir, lui-même il l'a dit, mais par la suite, il a été confirmé par les assises nationales. Et justement, comment est-ce que vous avez suivi cet épisode? Les faits sont têtus. Je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quelles conditions, mais on avait une jeunesse qui était mobilisée pour que le capitaine Ibrahim devienne président. Est-ce qu'il fallait céder à cela? Bon, si c'est la démocratie, si c'est ça qu'on appelle la démocratie... Est-ce qu'il fallait tenir ces assises ou pas? C'était nécessaire? Les assises, oui, pour donner une sorte de légitimité à tout ce qui est en train de se passer. Dans le principe, ce n'était pas mauvais. Mais je pense que c'est des assises qui ont été très mal organisées. Elles sont meilleures, sans doute, à ce qui s'était passé la dernière fois. Mais on aurait pu les organiser mieux. Mais ceci dit, on ne va pas chercher la petite bête là où elle n'est pas. Les organes ont été mis en place. Attendons de les juger carte sur table. Justement, les organes ont été mis en place, les choses ont évolué rapidement et une semaine après l'adoption de la charte, les Burkinabés découvrent le premier ministre de la transition à la personne de Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, un avocat au barreau burkinabé. Comment est-ce que vous avez accueilli ce choix? Bon, ça m'a surpris, évidemment. Pourquoi? Oui, parce que, bon, à part que c'est un avocat, un juriste que je connais sur les plateaux de télévision, je le voyais enseignant à l'ENAM. Quand j'étais étudiant, il animait des travaux dirigés à la faculté de droit. Mais je n'aurais pas pensé que c'est lui qui serait le Premier ministre. Voilà. Parce que bon, pour moi, a priori, dans le contexte du Burkina, j'avais mes critères de sélection et mes modalités de sélection. D'abord, pour moi, le Premier ministre aurait dû être recruté par une sorte de compétition. C'est-à-dire qu'on lance entre griffes un concours? Une sélection. Une sélection, sur la base de quoi? Pas un concours, mais comme on l'a expérimenté un peu sur la transition, on aurait pu demander à des Burkinabés, répondant à un certain nombre de critères, qui veulent assumer cette fonction, puisque les militaires avaient déjà pris la fonction présidentielle, encore que même cette fonction présidentielle, on aurait pu mieux l'habiller pour valider le processus, et puis un comité de sélection, qu'on appellerait un comité d'essai mis sur place, évaluerait les capacités des uns et des autres. On aurait pu même retenir 2 personnes qu'on mettrait en compétition à la télévision nationale. Comme on le voit. On se croirait à la finale d'une élection présidentielle. Évidemment, au regard du contexte, pour ne pas se tromper sur la personne. Voilà le problème. On ne peut pas se cacher dans un contexte qui est difficile comme ça pour sortir d'un Premier ministre. Ceci dit, je pense qu'il doit connaître l'État en théorie. Et tout juriste qui a le profil qu'il a, en principe, a une bonne connaissance de la théorie générale de l'État. Mais pour avoir été ministre, avoir enseigné l'État et l'administration et me retrouver à la tête des ministères, j'ai compris qu'il y a un écart abyssal entre les deux. Mais après, le Premier ministre, il lui appartient avec ses ministres. Le Premier ministre n'est rien sans les ministres. Il n'est rien sans les collaborateurs qui sont autour de lui. Si il parle peu, il parle bien. C'est vrai que moi-même, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais dans ce fonction... Ce sont vos points communs avec lui. Quelque part, un tout petit peu, on a un peu ce péché-là. Et s'il fait preuve d'humilité, s'il écoute les techniciens sincères qui sont autour de lui, bon, ils pourront rattraper un certain nombre de choses. En attendant, en tout cas, le 25 octobre, le gouvernement est tombé, 23 ministres au lieu de 25 préconisés par la charte. Déjà, quel est votre commentaire et par rapport au nombre des ministres?
Au 23 ou 25, on n'économise rien. Hein. Je crois que c'est la même chose. Si c'était l'idée de dire que on veut faire des économies, bon, entre 22 ministères, ça vous donne tout au plus, ça vous donne 200-300 millions. Hein. À l'échelle d'un État. C'est quand même quelque chose dans ce contexte. À l'échelle d'un État, si c'est ce type d'économie, ça ne va vous permettre de résoudre aucun problème. Ça, au moins, ça c'est clair. Alors, deuxième problème, je pense que il n'aurait pas dû supprimer le ministère en charge des cultes et des notabilités. Pourquoi? Et ça, c'est là la faiblesse. C'est-à-dire que quand on se détourne des politiciens et qu'on leur prête des intentions qu'ils n'ont pas, oubliant que nul n'a le monopole d'aimer le Burkina, nul n'a le monopole de l'intérêt général. Vous voyez, les coutumiers et les religieux, dans l'histoire politique de notre pays, curieusement, c'est la première fois qu'on leur a consacré un ministère. Or, ces gens, c'est en eux que les Burkinabés croient le plus que l'État lui-même. Deuxième élément, qui est même un élément récent. Je venais de vous le dire. Cette crise a connu un dénouement heureux en raison de l'intervention des coutumiers et des religieux. Ne serait-ce que pour la symbolique, il aurait fallu garder cela. Et mieux, il fallait ramener la réconciliation nationale chez les notables et chez les coutumiers. Donc, un ministère chargé des cultes et de la réconciliation. Et de la réconciliation nationale. Puisque eux, ils ne sont pas partisans. Ça, c'est le principe. Quand il y a des problèmes entre les gens, c'est eux qui règlent. En tout cas, depuis l'insurrection. Mais qui mieux que eux, leur ministère, évidemment, pour porter cela. Mais à votre connaissance, M. Sango, depuis que ce ministère a été créé sous l'ancienne transition, qu'est-ce qu'il a pu faire de concret au point que vous regrettez cette fois-ci que ce type de ministère n'existe pas? Si on pose le plan en ces termes, il y a beaucoup de ministères qu'on avait fait disparaître. Mais je ne veux pas en citer pour ne pas augmenter mes ennemis. Sinon, le MPRCR 1, sa caractéristique principale, c'est que pratiquement tous les ministres étaient absents. On n'avait pas le sentiment qu'il y avait un gouvernement. Ici, c'est la dimension symbolique que je mets en avant. Lorsque vous consacrez un ministère aux femmes, par exemple, les femmes ont le sentiment que leur problème va être mieux géré. C'est en ces termes que je pose le problème. Mais je dois dire que ce ministère avait déjà commencé par régler la question vieille du statut de la chefferie traditionnelle. Et que j'avais discuté avec beaucoup de chefs traditionnels qui étaient satisfaits de cette démarche. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Mais est-ce que c'est pour autant que, parce que ce ministère n'existe plus, que ces leaders coutumiers et religieux vont arrêter d'apporter leur contribution à la bonne marche de la nation? Je ne crois pas qu'ils arrêteront. Ouais. Mais je dis, en termes de casting, ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'on aurait pu laisser ça, on aurait eu 24 ministères, ça ne ferait rien, ils seraient contents. C'est tout. C'est-à-dire quand vous êtes dans des situations comme le cas du Burkina, il faut minimiser les points de frustration des groupes et des catégories sociaux qui sont importants. C'est ce que je veux dire. Bon, après, on vous aura compris. En attendant, vous l'avez bien suivi, hein, ce gouvernement n'a pas fait l'unanimité au sein de l'opinion et cela a conduit à un réaménagement ce 9 novembre. 2 ministres contestés des deux, un a lâché prise et l'autre a été simplement remplacé. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Non, je pense que M. Nagalo, en particulier, je pense qu'il a très bien réagi. C'est mon esclave, c'est un Gourouchi. Souvent, bon,
ils ont un peu le sens de l'honneur. Je pense que je ne voyais pas comment ils pouvaient gérer ce département. Parce que la contestation, elle est venue d'une catégorie des acteurs de ce milieu. Donc moi, je pense qu'il a bien réagi. Pareil un peu pour M. Dié, qui est un peu un ami que je connais. Bon, je n'ai pas vu sa lettre de démission. Je pense que le président a bien réagi. Parce que selon mes informations, en fait, en définitive, c'est lui qui a dû trancher. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé avec ce que le Premier ministre avait dit, c'est le jour et la nuit. Justement, est-ce que vous pensez que le président a été peut-être influencé par la rue? C'est pour ça que je vous dis que, bon, ce président, subjectivement, m'inspire une relative confiance. J'ai l'impression que lui, il sait comment il est arrivé là. Et il sait pourquoi il est là. Et donc, de ce point de vue, c'est quand même important. C'est-à-dire que ce n'est pas deux personnes qui ont dit que, à partir du moment où c'est comme ça, et qui n'ont même pas encore pris fonction, ce n'est pas la peine de les maintenir. Le problème, encore une fois, dans nos pays, quand vous voulez nommer les gens aux hautes fonctions, il faut quand même mener un minimum d'enquête de moralité. Vous voulez nommer Sango, cherchez dans son environnement les gens qui le connaissent. Ah, il enseigne à l'INAM, il enseigne à l'université, il enseigne à Home Nouvelle, ah, il travaille avec les journalistes, ah, il est dans son quartier. Vous envoyez, il y en a plein là. Ils ne sont même pas toujours suffisamment bien occupés. Vous les Donc envoyez. vous estimez que ce travail n'a pas été fait en amont? Je crois que ce travail, sans doute, n'a pas été bien fait. En raison, en fait, vous savez, le président a dit que tout est urgent. Donc, peut-être que c'est cette urgence qui les a précipités à cela. Ceci dit, je pense que tout finit de la meilleure façon. Nul n'est indispensable. Mais le problème que ça pose, ça c'est la justice aussi que j'interpelle. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus que la justice ait les moyens d'avancer plus rapidement sur les présomptions de faire reprocher à des personnalités. Pourquoi on en finisse? On ne peut pas traîner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec des choses. Parce que le principe constitutionnel, c'est que c'est la présomption d'innocence. En tout cas, moi, sur ce point, je félicite le président. Parce que les éléments d'information que j'ai, c'est lui qui a bataillé pour que ça se dénoue de cette façon. Et c'est une bonne chose. Alors, on l'a un peu évoqué, on va quand même dire un mot sur la place de la rue dans les derniers événements et dans la gestion même du pays. Et dès l'annonce du coup d'État jusqu'à la formation du gouvernement, en passant même par l'adoption de la charte, la rue était là pour se faire entendre. Est-ce que vous comprenez cette mobilisation de ces Burkinabés qui s'intéressent de plus en plus à la gestion de leur pays? Oui, c'est une très bonne chose. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si nous aspirons à la démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. C'est ça. Donc, c'est normal que le peuple donne de la voix, fasse pression pour être entendu. Un gouvernement est voué à échouer s'il n'entend pas ce que vous appelez les cris qui viennent de la rue. Moi, quand vous voyez là, chaque matin quand je me réveille, j'écoute les radios... Les émissions interactives. Les émissions interactives. J'écoute. Parce qu'on n'a pas le système des sondages d'opinion ici comme en Europe pour savoir... Donc, on a une mesure. Bon, les réseaux sociaux, ça, j'ai quitté. Voilà, j'ai mis ça de côté. Donc, je pense que l'attitude, ça c'est depuis l'insurrection, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la rucratie, elle prend de plus en plus de la place. Mais si vous écoutez bien, en fait, les gens, ils ont besoin de plus de transparence. En fait, en réalité, c'est ça.
Donc, je ne dirais pas que le gouvernement doit gouverner par la rue, mais je dirais que le gouvernement, pour réussir, doit écouter les mouvements qui sont dans la rue. Faire la part des choses entre les OSC alimentaires. Ça, le Premier ministre, je l'apprécie pour cela. Ce qu'il appelle les OSC, vous êtes là. Vous savez, moi, quand j'ai été ministre, ils ont débarqué dans mon bureau. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, on va faire ceci. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. D'abord, vous n'écrivez pas mieux que moi. Je peux faire moi-même ma bagarre sur les Facebook et consorts. 2, je n'ai pas cet argent. Puisque ces gens, ils sont insatiables. Si tu leur donnes 10 000 aujourd'hui, d'abord, ils iront t'insulter. Ils voudront 20 000. Ils voudront 30 000. Pour faire quoi? Mais M. Sango, est-ce que ce n'est pas vous, les hommes politiques aussi, qui êtes à la base de cette situation? On a vu des OSC qui ont beaucoup aidé des hommes politiques dans ce pays. Non, il faut dire une certaine catégorie de politiciens qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont pas d'idée. Nos parents, on n'a pas besoin de recourir à ces habitudes-là. Parce que nous, on a des idées, on a un idéal. Ça, d'accord. Et c'est très bien pour ces gens. Effectivement, je sais. Puisque les jeunes, quand ils viennent vous dire, ah non, mais monsieur le ministre, il y a tel homme politique qui nous donne. Il y a tel parti qui nous donne. En fait, vous savez, moi, je suis un peu triste. Mais en même temps, je comprends la jeunesse. Parce que cette jeunesse, elle a été manipulée. Elle a été instrumentalisée. On l'a mise dans des faux combats. Mais au soir de la vie, c'est des diplômés pour certains. Ceux même qui ne sont pas diplômés là, il faut qu'ils aient du travail. Le vrai problème, il faut qu'on réfléchisse davantage pour trouver du travail à nos jeunes. Or, plus il y aura de coups d'État, moins les perspectives d'emploi vont être effectives pour ces jeunes. Donc, ce n'est pas tous les politiciens. Il y a des politiciens. On les connaît. Ils sont là. Il faut parler d'eux. Donc, vous félicitez les autorités actuelles d'avoir un peu mis fin à ce printemps des OSC, là? L'intention du Premier ministre Tambela, bon, c'est normal, on a un peu le même caractère sur ça. C'est ce que pour vous, c'est une dit. intention d'abord, ce n'est pas la réalité. Bon, je ne sais pas, attendons de voir. Ces derniers temps, en tout cas, on entend de moins en moins des sorties de responsables d'OSC. Hein? Ah bon, ils sont tous rentrés, bon, puisque beaucoup se sont discrédités sous le MPSR 1, c'est pas facile. Je ne veux pas citer de nom. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose. Il faut trouver des ressources pour appuyer les vrais OSC. Justement. Voilà. Alors, M. Sango, revenant aux organes de la transition, la nouvelle Assemblée législative de transition a été installée ce vendredi avec comme président M. Ousmane Bougouma, un représentant des forces vives de la région du Plateau central. Est-ce que vous le connaissez? Pas particulièrement. Je pense, on m'a dit que c'est un juriste. Voilà, il a siégé à la LT passée. Mais vous savez mon point de vue hein, sur... on ne fait pas de coup d'État pour installer des assemblées. J'appelle ça les nègreries institutionnelles. Ça n'a aucun sens. En français facile, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, dans le modèle démocratique, c'est l'institution suprême, en réalité. Puisque c'est là que le peuple choisit ses représentants pour défendre sa position. Vous pouvez avoir un coup d'État, avoir un gouvernement. Mais vous ne pouvez pas faire un coup d'État et faire ce tablier institutionnel pour donner quoi? Mais M. Sango, si on a accepté que le président prête serment, pourquoi ne pas accepter un organe législatif? Mais tout ça, ce sont les incongruités juridiques. Le président, il n'en avait pas besoin. Mais comme il y a eu un précédent, sinon vous ne faites pas... Mais non, puisque, je vais résumer, le coup d'État, par essence, c'est la négation de la Constitution. C'est la négation de la démocratie. C'est deux choses qu'on ne peut pas mettre ensemble. Donc, dès que vous faites le coup d'État, il faut assumer l'essentiel de vos pouvoirs. Surtout que dans le contexte là, personne ne contestait quelque chose. C'est un pouvoir de fait.
Maintenant, est-ce que cela n'allait pas aussi nous laisser être dans une situation où il y a un chef d'État tout-puissant qui décide, qui pouvait agir à sa guise? Vous pensez que cette assemblée-là va être une force de contre-pouvoir? Donc vous n'attendez rien de cette assemblée? Mais je n'ai rien attendu de celle qui était là. Pourquoi vous voulez que j'attende Je parle de l'action, peut-être ce n'est pas la même transition. Non, je vous dis, dans le principe, moi, depuis le MPR1, j'étais défavorable à l'idée de l'ALT. Parce qu'on a confondu ça avec ce qui s'est passé en 2014. Mais en 2014, ce n'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir. C'est le peuple dans la rue. Il y en a qui disent que ce n'est pas le peuple, mais bon, c'est ce qu'on a vu. C'est le peuple. C'est pour ça qu'au cœur du dispositif, il y avait la société civile, il y avait les partis politiques, il y avait ceci, il y avait cela. Donc, c'est là qu'on a mis l'ALT. Mais on ne peut pas dire... Faites le bilan de l'ALT qui est passé là. Vous faites le ratio, vous faites le rapport entre ce que ça nous a coûté et ce que ça nous a rapporté. On ne peut pas des députés pour les nommer là. Les gens sont nommés pour certains. Vous ne pouvez pas attendre ne serait-ce que des réformes, et vous qui aimez parler de refondation politique. Les réformes, c'est simple. On les opère dans un contexte comme ça, par voie d'ordonnance, sous contrôle du Conseil constitutionnel, pour les aspects qui concernent les libertés publiques. Mais en 2015, la transition de l'époque l'a fait. Ce n'est pas la même chose. 2015, 2014, c'était une insurrection populaire. Là, c'est coup d'État. C'est les militaires qui n'étaient pas contents d'une situation. Ils ont estimé qu'eux, ils peuvent mieux la gérer. Ils ont pris leur pouvoir. Ils la gèrent. Ils peuvent juste, à travers des processus, faire ce qu'on appelle la consultation. C'est tout. Et je rappelle quand même qu'à la différence de la précédente ALT, cette fois-ci, le mandat, il est gratuit. Ça, c'est bon. Il n'y a aucun problème. C'est une bonne chose, le principe du mandat gratuit. Mais je vous dis encore que moi, je qualifie ça de négrerie institutionnelle. Je n'ai rien contre mon ami Bougouma, que je ne connais pas très bien. C'est un juriste, c'est un privatiste. Donc moi, je suis un publiciste. A priori, le fonctionnement et l'organisation de l'État, je sais à peu près de quoi il s'agit, un peu plus que lui, certainement. Ils donneront ce qu'ils peuvent, mais je ne vois pas la plus-value. En vérité, c'est ça. D'accord, on vous aura compris sur ce sujet. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question de la lutte contre le terrorisme, principal objectif de la nouvelle transition. Tout dernièrement, le président était au front du côté de Djibo et dans le Sahel. Un acte à saluer, selon vous? Encore une fois, voilà une des raisons qui me pousse à dire que le capitaine Ibrahim Traoré semble sur une bonne trajectoire et qu'il sait pourquoi il est là et où il veut aller. J'avais dit sous la transition dans une émission télé, un mois avant le coup d'État, que le président Damiba gagnerait à oublier qu'il est un président de la transition, mais qu'il est plutôt un chef de guerre. Et qu'il doit être de plus en plus sur le terrain, en citant l'exemple du Premier ministre éthiopien. Et donc, sur ça, je pense que le capitaine Ibrahim a une bonne démarche. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Attendons de voir. Attendons de voir. Alors, mais déjà, c'est bon. Ça peut remobiliser les troupes et tout ça. Ça lui permet d'avoir plus la réalité du terrain. Justement, il a reconnu qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faille corriger, notamment la question de la relève pour permettre aux hommes qui ont passé un certain temps au front de souffler. Il a aussi parlé du renseignement qu'il serait nécessaire de renforcer. Est-ce que tout cela suffit ou bien est-ce qu'il y a des aspects selon vous qu'il faudrait améliorer pour gagner ce défi de la lutte contre le terrorisme? Je pense que les mesures qu'il cite, c'est bien, mais comme on dit trivialement au Burkina, mais c'est pas arrivé. C'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est bon, c'est pas arrivé. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je pense que
Je vois qu'on a lancé une opération de recrutement de VDP. C'est bien, j'applaudis, puisque l'idée, c'est que le peuple lui-même, d'une certaine façon, s'implique davantage dans ce processus. Mais je me suis amusé comme ça à interroger certains responsables militaires et policiers sur les effectifs de nos forces armées. Bon, l'armée, on m'a dit qu'il y a autour de 30 000. Bon, on ne donne jamais les chiffres exacts. Supposons que ça peut aller à 50 000 hommes. On m'a dit que la police, opérationnelle comme ça, autour de 20 000. Bon, donc en gros, armée et police, on a 50 000 braves hommes, dont le métier, en partie, c'est le maniement des armes. Moi, je pense que il faut, au stade actuel où on est, mais on en parle depuis longtemps, ce n'est pas extraordinaire ce que je veux dire, et l'ancien ministre de la Défense, Semporé, quand j'étais conseiller du président Kaboré, j'étais allé échanger avec lui, il avait abordé cette idée. Je pense qu'il faut mettre en place véritablement un état-major intégré de toutes les forces de défense et de sécurité. Je suis opposé à l'idée qui consiste à dire, lui il est policier, il ne peut pas manier telle arme. Non. La situation dans laquelle on est, avant d'en venir à l'idée des supplétifs, il faut déjà régler ce problème. Deuxième élément, vous avez été témoin. Vous savez, moi, quand j'étais conseiller du président, je rencontrais chez un ami qui était ministre, un officier supérieur de la gendarmerie, qui a un niveau très stratégique, je ne veux pas dire son nom, pour ne pas l'embêter. On a mangé, on a bu, on a bavardé sur la situation sécuritaire. Mais il m'a expliqué une stratégie qui m'a convaincu. Quand je me suis levé là, je courus aller voir le président. J'ai dit, ce monsieur-là, mais le président le connaissait, j'ai dit, il faut l'écouter. Ce qu'il a dit là, je suis convaincu. J'ai brossé un peu. Le président lui-même était convaincu, puisqu'il m'a dit non, mais on ne peut pas faire autre chose que ça. Bon, malheureusement... Ça n'a pas été fait finalement. Non, malheureusement, les choses se sont précipitées. C'est-à-dire que le président Kaboré, sans doute, était aussi... Mais je ne sais pas s'il a pu le rencontrer. Mais il était favorable à cette idée. Et moi, je suis convaincu, je le dis depuis toujours. Nos forces de défense et de sécurité, je n'ai pas de grands amis là-bas, mais tels que je les regarde, les quelques-uns que je rencontre, ils sont en mesure de nous aider à éradiquer ce phénomène. Si on leur donne les moyens. Et sur le terrain des moyens, je pense quand même, moi je suis un peu surpris. Je vais dire aux téléspectateurs quand même, on n'aime pas qu'on en parle. Mais en 2018, l'Assemblée nationale a voté une loi de programmation militaire de 725 milliards pour équiper les forces de défense et de sécurité. Où ça y est? On parle toujours de moyens, on dit on n'a qu'à cotiser. Ok, moi je suis prêt aussi à cotiser. Donc il y a tous ces éléments. L'autre aspect, et je suis d'accord avec le capitaine Ibrahim, effectivement, le renseignement, ça pose problème. Hier, on m'a dit qu'on a attaqué la brigade de recherche de gendarmerie, je crois, de Yako. Tout de suite, je me suis dit, mais Yako, ils viennent d'où? Soit de la route de Tougan, soit de la route de Goursi. Mais comment ils sont arrivés, attaqués, et on n'a pas pu avoir les éléments d'information. Donc je pense effectivement que si on renforce ce dispositif, et si les forces de défense et de sécurité parlent d'une même voix. Bon, j'ai vu le président en train de faire une réunion. Évidemment, si le président fait une réunion, il demande aux gens de se mettre ensemble. Et puis quelqu'un assis derrière et dit, ah, c'est trop facile. Ça ne peut pas réussir. On ne peut pas opérer des miracles. Justement. Alors, par-dessus tout, c'est le dernier élément, on ne peut pas gagner cette bataille-là si on ne met pas tous les Burkinabés ensemble. C'est pour ça qu'il faut arrêter de présenter les hommes politiques comme étant des pestiférés. D'accord, on vous aura compris. Parce qu'ils ont leur contribution
notable. Voilà. Si ce n'était pas l'âge, je serais allé. Justement, vous faites bien d'évoquer cela, c'est la question que j'allais vous poser, puisque vous saluez cette initiative d'enrôlement de VDP. On a vu des figures bien connues adhérer à l'initiative, Aluna Traoré, Nana Tsibo. On a même vu des personnes de 3e âge qui ont décidé d'aller se faire enrôler. Pourquoi pas Abdul Karim Sango? Non, je ne veux pas faire dans du symbolisme pour des symbolismes. Non, rien ne prouve que c'est du symbolisme. Ils ont dit clairement qu'ils sont prêts à aller au front. Non, vous savez, il y a un âge. Vous ne croyez pas? Il y a un âge. Déjà, c'est très bien qu'ils aient eu ce courage-là d'y aller. Voilà. Et je pense que dans une société, chacun a son rôle. Chacun a son métier. S'ils viennent me dire d'aller faire une conférence pour mobiliser, et voilà, parce que dans la guerre, il y a cette dimension, développer la fibre patriotique et tout ça, ça je peux faire. Moi, je ne sais même pas quelle est la différence entre un pistolet et une calache. J'encourage ceux qui ont la capacité. Parce que, comme m'a dit, c'est Aluna, c'est mon grand frère, quand la patrie appelle, bon, il ne faut pas refuser, mais il ne faut pas déplacer les problèmes. C'est ça mon idée. Est-ce que c'est un problème de sous-effectif? Deuxième problème, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de dérives. Je ne connais pas très bien la stratégie qui se cache derrière ça. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même beaucoup de problèmes entre les populations déjà. Donc si les armes se multiplient, ça peut devenir une autre source d'éléments. Mais je me dis que s'il y a une utilisation rationnelle des forces de défense et de sécurité qu'on a là, on leur donne les moyens, on accompagne ça des moyens aériens, on accompagne ça du renseignement. Je dis toujours aux gens, le Burkina c'est 274 000 km². Ce n'est pas les 1 million et au-delà du Mali et du Niger ou bien du Tchad. Donc c'est une lutte, à mon avis, qui est prenable. D'accord, Monsieur Sango, parlant toujours de la lutte contre le terrorisme, il y a aussi la question du choix des partenaires du Burkina. Déjà, votre commentaire sur le déplacement du président Traoré du côté de Bamako au Mali? Je pense qu'il aurait dû rester au Burkina pour mûrir la stratégie avec les forces de défense et de sécurité qui sont là. Parce que je ne vois pas véritablement, pour le moment, la plus-value d'un voyage comme ça. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi Goïta ne vient jamais ici? Ça fait 2 chefs d'État burkinabés qui se déplacent là-bas. Goïta, est-ce que vous l'avez déjà vu voyager? Je ne me souviens pas. Je pense que immédiatement, il n'y avait aucune urgence pour cela. Voilà. Alors, et qu'en est-il des partenaires, j'allais dire, un peu plus lointains? Et vous savez bien que jusqu'à présent, on constate ce sentiment anti-français qui ne fait que se développer. Les gens qui demandent à ce que les autorités fassent appel ou bien renforcent la coopération avec la Russie. Est-ce que vous comprenez justement ceux qui demandent aux autorités de le faire? Je comprends. Ne pas comprendre, ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. Voilà. Je comprends le sentiment de frustration de, appelons-le comme ça, la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine, qui a un problème avec les politiques françaises. Je n'ai pas tous les éléments. Il y a des Africains très instruits qui croient exactement cela. Ça veut dire que, et je l'avais déjà dit dans une de mes nombreuses interviews, que on est un virage de notre histoire. Ou bien la France et nos États, c'est-à-dire les gouvernants, on comprend bien ce mouvement qui vient de la base et on rabat les cartes. On met les choses cartes sur la table pour reconsidérer dans quelles conditions nous devons collaborer. Justement, peut-être que les choses vont connaître une autre tournure, étant donné que le président français a annoncé la fin de l'opération Barkhane dans le Sahel. Oui, bon, c'est ce qu'il a dit, mais ils sont là. Le problème, ce n'est pas la présence de Barkhane ou son absence. Le problème, c'est ça qu'il faut plutôt écouter.
à quelles conditions Barkhane est présente. Je m'amuse toujours à dire, moi, je préfère l'ami d'hier à l'ami d'aujourd'hui. L'ami d'hier, je le connais, c'est-à-dire la France. Je les connais dans leur manière de faire. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le problème de nos États, c'est qu'on n'a pas encore eu un leadership pour dire à la France, ça, on n'est pas d'accord, ça, on est d'accord, si vous voulez être avec nous, à telles conditions. Par exemple, il faut mener le débat avec la population. C'est-à-dire que ça coûte quoi au gouvernement d'organiser une sorte d'état généraux de la coopération internationale. Sinon après, on va se faire harakiri nous-mêmes, à titre personnel. Moi, je ne vois pas pourquoi la France, qui a des moyens sophistiqués, ils sont là en cas moins cher. Pourquoi, si nous avons des difficultés, et ils l'ont fait à plusieurs reprises, pourquoi ils ne le feraient pas? Et pourquoi ils le font aujourd'hui, et quand c'est demain, ils ne le font pas? Je pense que ce que les jeunes demandent, c'est une clarification des termes des accords. Je n'ai jamais vu ces fameux accords. Je vois des choses comme ça qui circulent sur le net, mais moi, je suis méfiant du recours, en tout cas, à ce qu'on appelle les mercenaires, pour régler un problème comme ça. Ça n'a pas été dit clairement que ce sont des mercenaires. Oui, mais c'est ça. Puisque ceux qu'on réclame là, c'est le groupe Wagner, qui sont au Mali. Je n'ai pas le sentiment, au-delà du discours qu'on tient comme ça, que les Maliens sont sortis de l'affaire. Et je ne suis même pas sûr que les Maliens, en fait, c'était leur intention première. Mais vous savez, dans le niveau du langage politique, il y a des excès qu'il ne faut pas atteindre. Sinon, après, le recul est difficile. Ce que nous devons comprendre, on ne peut pas gérer un État avec des sentiments personnels. Il s'agit de l'avenir de beaucoup de gens. Donc, de mon point de vue, et le Premier ministre, le Président l'ont suffisamment dit, le Burkina n'a pas de problème, puisque beaucoup de nos armes sont achetées avec la Russie. Alors, M. Sango, un mot sur la gouvernance, la bonne gouvernance et l'autre défi de la nouvelle transition. En tout cas, le Premier ministre a laissé entendre qu'on devrait assister à une baisse des salaires des membres du gouvernement. Vous qui avez fait un tour au niveau du gouvernement sous le régime Kaboré, comment est-ce que vous appréciez cette décision? Je pense que c'était une erreur de départ du MPSR1. Et je pense que c'est très bien. Ce n'est pas le montant qui pose problème, en vérité. En tout cas, moi. Ce n'est pas le fait de donner 2 millions à un ministre qui est un problème. Mais ça pose problème quand même à certains Burkinabés. Non, même les Burkinabés. Je crois que c'est les conditions dans lesquelles cette mesure est intervenue. Vous venez pour une mission. Vous ne l'avez même pas encore démarrée. Et la première des choses à faire, c'est doubler presque les salaires de ceux que vous avez remplacés. Donc je pense que c'est très bien que le président Traoré et son premier ministre aient décidé de revoir, de revenir un peu à la formule ancienne. Quand on sortira, vous savez, quand on parle des conditions dans lesquelles nos forces de défense et de sécurité travaillent et tout ça, bon, il faut, le peu de ressources qu'on a, si on peut leur amener ça pour le moment. Bon, quand on va sortir de cette situation, l'économie va commencer à devenir florissante et tout ça. On verra. Hein. Et qu'en est-il de la lutte contre la corruption? Sur la question, on a vu que les lignes semblent bouger ces derniers jours du côté de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption. On a vu des responsables de structures et pas des moindres qui ont été déposés à la... Bon, vous savez, moi, je me méfie toujours des actions spectaculaires. Quand le MPSR1 est venu, on nous a siriné les oreilles avec des audits tous azimuts sur les ministères et les institutions. Mais il faut les rendre publics, simplement. Il ne faut pas tirer un rapport parce que Sango a dit ça. Non, je n'aime pas ce genre de petit bricolage entre copains. Non, l'État doit être plus sérieux que cela. S'il y a des choses, vous le dites clairement, on regarde. Si quelqu'un a à se reprocher quelque chose, il s'explique.
puis on passe à autre chose. Voilà. Sinon, aller prendre le DG de la Nouvelle parce qu'on pense que c'est l'ami d'Amiba. Moi, ça m'intéresse. Ça ne change rien. Ça ne nous apporte rien de sérieux. Il faut faire des enquêtes sérieuses, situer les vraies responsabilités. C'est comme ça qu'on peut changer un pays. Donc moi, je demande vraiment à l'ASE, qui a été animé par mon professeur, un grand homme, le professeur Ibriga, je pense qu'il ne faut pas qu'il rentre dans ce petit jeu-là. Voilà. C'est une institution pour laquelle on s'est tous battus. Il faut rester sous l'angle des principes. Voilà, c'est comme ça que bon... Alors, M. Sango, très rapidement, quelle est l'actualité du parrain depuis le dernier congrès à Rio? Alors, nous essayons de nous réorganiser, hein, comme tout le monde. Nous sommes dans des alliances. Vous voyez, Ensemble pour le Faso, nous ambitionnons peut-être à terme, si tout marche bien, aller vers la création d'un grand parti. Parce que bon, vous savez, il y a trop de partis politiques, hein, ça ne sert à rien, on ne peut pas faire la démocratie comme ça. L'autre aspect, nous allons organiser sous peu une formation, parce que je me suis rendu compte que moi-même, mes propres militants ont un besoin énorme de formation. Donc, nous allons organiser une formation à l'intention de nos militants sur un certain nombre de thèmes. C'est-à-dire que cette période-là, nous l'utilisons et nous attendons tranquillement que les autorités fixent l'agenda des réformes. Et de ce point de vue, sans orgueil, le parrain est l'un des partis qui a le paquet de réformes pour stabiliser la démocratie. Nous, on est prêts, ça y est là, on va partager ça avec nos amis pour qu'au moment venu, on mette tout ça sur la table pour que ça rentre dans les... Parce que si on ne fait pas ça, les coups d'État ne vont jamais finir. Voilà, si on doit faire des élections, ceux qui ont l'argent vont se faire élire. Dès que vous êtes élu, vous cherchez à récupérer l'argent que vous avez mis dans les élections. Et si vous faites ça, vous détournez des problèmes du peuple. Soit le peuple vous chasse, soit les militaires viennent vous chasser. Voilà, et on perd le temps. C'est le développement qui prend un coup. L'économie ne marche pas aujourd'hui. Les hommes d'affaires se cherchent. Il faut qu'on en finisse avec ça en construisant un vrai système démocratique. Et de ce point de vue, le parent a toutes les idées. Merci à vous, M. Abdul Karim Sango. Merci en tout cas pour ces moments d'échange. On se dit peut-être à très bientôt pour analyser d'autres questions d'actualité, puisque vous êtes un habitué de ce plateau maintenant. Merci, madame. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis, et rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche. Merci de votre fidélité à la RTV.